Corps à corps à corps. Dépression, mal-être, évidemment burn-out, perte de sens. J'ai fait juste une petite recherche par mots-clés. Il y a à peu près au moins un article par jour qui sort sur ces sujets. Voilà, donc quotidiennement, un article qui sort sur ces sujets. C'est juste comme ça, c'est pas... mais c'est quand même un signe qu'il y a quelque chose qui cloche. Et de toute façon, on l'avait tous ressenti. Il y avait quelque chose qui cloche. Notre monde ne tourne pas rond. Et les études, il y en a, je vais vous citer les dernières, mais c'est juste histoire de vous montrer qu'on est dans l'ambiance générale, mais on aurait pu en trouver bien d'autres. Donc il y a celle-ci, une étude réalisée par OpinionWay, qui a été publiée le 1er avril, donc vous voyez, c'est récent, par le cabinet Empreinte Humaine, et qui montre que près de la moitié des salariés, soit 45% des salariés en France, éprouvent une détresse psychologique en lien avec leur environnement du travail. Ça a été réalisé auprès de 2000 salariés français. Parmi eux, 7 sur 10 indiquent que leur mal-être est lié au moins partiellement au travail. 29% estiment présenter un risque de dépression à court ou moyen terme. 60% considèrent que c'est lié à l'individualisme qui règne au sein de l'entreprise. 39% déplorent une pression mise sur les performances individuelles. Je change d'étude. Là, le baromètre sur le moral des adolescents, publié par Ipsos, vendredi 14 mars, par le laboratoire Notre Avenir à tous, qui s'intéresse au bien-être psychologique sur 1000 jeunes âgés entre 11 et 15 ans. Là, 45% des adolescents en France seraient potentiellement concernés par des troubles de l'anxiété. 40% des adolescents seraient potentiellement concernés par des symptômes dépressifs. 17% seraient susceptibles de souffrir de troubles sévères. Et alors, le record, 72% disent avoir un sentiment de fatigue quotidien. Ils ressentent plus fortement qu'avant, 4 points de plus par rapport à l'année dernière. Que se passe-t-il dans notre monde en ce moment, ou dans notre pays, je ne sais pas, pour que le mal-être continue de monter progressivement et touche l'ensemble de la couche de la population. Nous avons désormais donc les chiffres que je vous ai donnés, mais ça ne veut rien dire tant qu'on ne comprend pas l'humain. Et je crois qu'il y a 2 personnes qui s'intéressent vraiment à l'humain ici. Bonjour Paul-Antoine Martin. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes ingénieur, cadre, dirigeant industriel, auteur de Le temps des pervers aux éditions Max Milo. Vous-même, vous avez vécu un burn-out et vous avez tenté de comprendre les origines de ce burn-out. Et nous sommes également avec Jean-Dominique Michel. Bonjour Jean-Dominique Michel. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous, anthropologue, expert en santé publique, essayiste, auteur de nombreux ouvrages, dont celui-ci, La fabrication du désastre, aux éditions Marco Pieter. Peut-être commencer par vous, Paul-Antoine Martin, si vous le voulez bien. Justement, que raconte votre livre? C'est un peu cette histoire qu'on a l'impression de dire à travers des chiffres ici, cette tombée générale dans le burn-out de notre société, finalement. Oui, vous disiez tout à l'heure que notre société ne tourne pas rond, elle est malade, elle est profondément malade. Elle est atteinte en fait d'un mal qui pèse sur elle et que j'ai identifié comme étant la pression due à la perversité, à la perversion en fait de certains individus qui aujourd'hui se retrouvent dans des strates importantes de la société, disposent du pouvoir et impulsent une gouvernance perverse dans le travail ou beaucoup plus largement dans l'ensemble de la société. Oui. Alors on le voit très clairement dans le travail parce que le travail est l'objet d'études, est l'objet d'attention, est l'objet de labels, etc., qui viennent en fait masquer, feutrer en fait toute cette ambiance délétère qui peut exister dans le travail. Mais ce malaise est absolument général. Et j'avais, il y a quelques jours, un sociologue au téléphone, car depuis la parution de mon livre, il y a un mois, je reçois énormément de contacts. Et un sociologue me disait, eh bien moi, je m'intéresse à la petite enfance et je vois la même chose au niveau de la petite enfance. Je vois des enfants épuisés, psychologiquement anxieux, etc., etc. Donc en fait, le stress que l'on identifie principalement dans le travail, il est partout dans la société. Oui. Et ma thèse, c'est que effectivement, on a aujourd'hui une société qui a promu des pervers. Et elle est aujourd'hui sous l'emprise en fait de ces individus. Elle en est prisonnière.
Ouais. Mais par exemple, pour les bébés, comment vous pouvez expliquer? Les bébés ne ressentent pas forcément l'emprise immédiate des pervers. Eh bien, il se retrouve dans un univers avec dans un univers qui est perverti, dans un stress généralisé, avec des parents qui peuvent être aussi stressés, Oui, qui subissent aussi un environnement pervers. Et ce qui se transmet facilement, c'est l'anxiété et la peur. Avec des individus pervers au sommet qui sont le plus souvent paranoïaques, cette paranoïa en fait est contagieuse et elle se répand par la peur et l'anxiété. Et oui, c'est ça aujourd'hui qui se répand dans toute notre société. oui. Jean-Dominique Michel, euh, pareil, j'ai commencé par citer des études et des chiffres avec des pourcentages, mais pour finalement mieux les balayer. Parce que je pense que l'un des maux de notre société, et vous allez je pense, nous le raconter mieux que quiconque, euh, c'est justement le fait de tout vouloir mettre dans des cases et de tout déshumaniser et de ne plus comprendre la réalité du lien humain. Et là, encore une fois, je pense qu'on touche du doigt en donnant des études. On voit seulement voilà, des cases de mots, mais ça n'explique pas la réalité du mal. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe vraiment, Jean-Dominique Michel? Oui, absolument. Et un autre élément qui me frappe, vous voyez, quand vous dites que les statistiques révèlent qu'un nombre élevé d'adolescents ont des troubles de l'anxiété, je me permets d'être totalement en désaccord avec ça. Avoir des troubles de l'anxiété, c'est quand il n'y a rien de particulièrement inquiétant autour de vous et que vous ressentez des bouffées d'anxiété anormales. Mais en l'occurrence, on est dans un climat anxiogène depuis 5 ans. Oui, Une des règles de base en santé publique, c'est on évite à tout prix de faire paniquer la population. Et là, pour les raisons de perversité fort bien évoquées par Paul-Antoine Martin, on a au contraire un gouvernement qui a tout fait pour rendre les gens anxieux, pour généraliser des états de peur et même de terreur. Moi, je parle de terrorisme d'État. Et donc, quand, en conséquence, des pans entiers de la population se sentent anxieux, ça n'est pas anormal, ça n'est pas pathologique, ça n'est pas un trouble, c'est une réaction naturelle à un impact délétère, en l'occurrence délibéré, c'est ce que j'ai démontré dans la fabrication du désastre. oui, Maintenant, effectivement, vous mettez le doigt sur quelque chose d'intéressant que Michel Maffezoli, que vous avez souvent reçu, a souvent identifié, c'est le fait que le paradigme de la modernité, qui est très rationalisant, qui aime beaucoup les statistiques, les métriques, tend à avoir une tendance paranoïaque. Je donne juste un exemple. Dans le monde du travail, il y a les fameux entretiens d'évaluation. Ces entretiens d'évaluation, si c'est juste vous juger par rapport à vos objectifs et le fait que vous les avez remplis, c'est très angoissant, c'est très inconfortable et ça génère beaucoup de souffrance au travail. Si c'est un dialogue ouvert sur la manière dont se passent les choses et où le supérieur hiérarchique peut aussi se remettre en question, demander du feedback sur comment il se comporte avec ses troupes, quel est le confort dans la relation, à ce moment-là, ça s'humanise et ça devient mm, quelque chose qui peut être intéressant. Et on voit effectivement qu'il y a une radicalisation de toutes ces valeurs de la modernité, conduisant à une déshumanisation qui après se répand dans la société, d'où le fait que même les bébés ou les petits-enfants peuvent ressentir l'effet de ce climat hautement anxiogène, et c'est exactement ce dans quoi nous sommes. ouais, ouais. Moi, j'avais fait une grosse enquête auprès de ce que j'appelle les piliers de notre société, donc les agriculteurs, la santé, le milieu de la santé et le milieu de la police, enfin, plus généralement des forces de l'ordre, parce que c'était là où il y avait le plus de suicides dans ces trois piliers. Et j'avais compris, tous m'avaient décrit, c'était des témoignages, donc tous m'avaient décrit un peu pourquoi ils avaient fait une tentative de suicide, etc. Et ils racontaient cette obligation de devoir faire des rapports tout le temps, d'écrire des rapports. Et en fait, à chaque rapport, ils disaient, j'avais des cases qui ne correspondaient pas à la réalité de ce que je voyais, mais Oui. j'étais obligée de les faire rentrer dedans. Donc en fait, on nous impose un schéma, une vue d'ensemble qui n'est pas réelle, et je dois la mettre dedans. En plus, non, c'est très contraignant, ça prend énormément de temps, et je ne peux pas rendre compte de la réalité, des difficultés du terrain, de la dame qui a pris plus de temps que prévu pour accoucher, ou je ne sais quoi. Et tout ça ne rentre pas, et donc ils sont obligés de pousser et de mentir, finalement, et c'est un échelon du mensonge, un échelon de la compression, et donc une sortie du réel pour que la hiérarchie puisse présenter des chiffres, puisqu'il n'y a que ça qui soit intéressant aujourd'hui, c'est de présenter des chiffres qui soient bons. Et donc on voit bien que si on est tous dans cette chaîne-là, pris dans cette chaîne du mensonge, du faux semblant chiffré, on comprend que ça puisse en effet au bout finir par tuer l'homme, quoi, Jean-Dominique Michel.
Et puis, si je puis me permettre, merci de prendre cet exemple, parce qu'on voit beaucoup ça dans le monde du travail. Les collectifs peuvent être en santé ou malades ou maltraitants. Et aujourd'hui, on voit que c'est essentiellement la manière dont le travail se déroule sur le plan structurel et fonctionnel qui génère du stress ou de la détresse chez les collaborateurs, mais on privatise la responsabilité. Par exemple, on donne des programmes de gestion du stress pour que les gens apprennent à mieux gérer leur stress, mais sans s'occuper de tous les déterminants. Et celui que vous venez de citer est magnifique, parce qu'il montre, enfin magnifique, c'est si j'ose, parce qu'il montre la perte de sens et la violence, la brutalité que c'est de contraindre des personnes qui souvent ont des vocations authentiques à se déformer pour entrer dans des cases qui sont toxiques. Ça génère de la souffrance, mais après on dit que c'est finalement la faute ou la responsabilité des individus de se protéger du stress, alors que c'est entièrement structurel. Et moi, mon espoir par rapport à la crise, si on finit par en sortir, c'est qu'on puisse faire un grand inventaire de comment est-ce qu'on a pu dériver dans un paradigme fondamentalement aussi maltraitant et déshumanisant. Et les livres de Paul-Antoine Martin le montrent de manière éclatante, avec vraiment des piliers de cette maltraitance tels qu'ils se sont édifiés au cours du temps, qu'il s'agit maintenant urgemment de pouvoir identifier collectivement. Oui, alors avant d'aller jusqu'aux piliers, Paul-Antoine Martin, peut-être vous aussi, vous pouvez nous décrire ce milieu du travail et ces espèces de cases toxiques dont on parlait. J'imagine que vous-même, vous les avez vécues. Oui, je les ai vécus, je les ai connus de très près pendant, j'ai 30 ans, j'ai 30 ans d'expérience, et j'ai beaucoup essayé d'analyser en fait à la fois ce que je vivais et ce que vivaient les autres au travers en fait de la violence dont je pouvais être témoin et que j'ai finalement vécu, parce que je suis tombé au champ du travail, comme on pourrait dire, suite à un burn-out extrêmement violent. Et c'est ce que je raconte dans mon livre, comment, en fait, parce que ce qu'il faut voir, c'est que c'est très schématique. C'est-à-dire que ça se produit quasiment toujours de la même façon. Le mode de fonctionnement du pervers est toujours le même et produit toujours les mêmes choses. Et c'est pour ça que j'ai voulu, donc, dans ce livre, qui est romancé, mais qui peut se lire comme un manuel aussi de détection du pervers et de voir comment peut-être lui échapper, même si c'est toujours très difficile quand on est dans ses griffes. Il y a toujours, en fait, ce que vous disiez, cette distorsion par rapport au réel. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement délétère par rapport aux gens qui sont sains. C'est-à-dire, l'anxiété, elle vient toucher principalement les gens qui sont honnêtes, les gens qui sont intègres, les gens qui veulent bien faire, les gens qui veulent atteindre leurs objectifs, les gens qui croient, en fait, ce qu'on leur dit. Ce que je dis dans mon livre, c'est que le burn-out, qui est l'étape ultime, en fait, de cette anxiété, puisque ce n'est plus de l'anxiété, c'est du stress très puissant, très intense, au point que l'organisme s'effondre d'un coup et que le cerveau disjoncte. Eh bien, ce qui se passe, c'est que cette distorsion par rapport au réel, elle vient casser ce qu'il y a de cassable chez les gens. Et il y a de cassable chez quelqu'un quand il y a des valeurs, quand on croit en quelque chose de façon forte, quand on est intègre, quand on est honnête. Les menteurs, les manipulateurs, les pervers, eux, ne subissent pas cette peur et cette anxiété. Parce qu'ils n'ont pas de résistance, en fait, justement. Il y a une forme de flottement de leur part. Ils sont d'une telle souplesse, d'une telle incapacité à avoir une colonne vertébrale qu'ils sont prêts à tout. Ils n'ont pas de limite. Et qu'est-ce qu'on voit chez nos politiques aujourd'hui? On voit des individus qui n'ont aucune limite. D'ailleurs, ce que je dis dans mon livre, c'est: a-t-on vu un politicien de carrière faire un burn-out? Il n'y en a pas. Il n'y en a absolument pas. Par contre, les exemples que vous avez cités tout à l'heure sont tout à fait caractéristiques des professions à vocation qui, elles, sont extrêmement sujettes au stress intense et au burn-out. Les agriculteurs, 25% sont sujets au burn-out. Les enseignants, les soignants, les policiers, les personnes de justice. Là où où on doit incarner de la valeur forte. Et quand ça vient... Qui sont sur le terrain. Donc c'est c'est du sens, c'est de la valeur et sur le terrain. C'est-à-dire ils voient, eux, ce qui se passe. Oui. Exactement. Et c'est là que ces gens-là doivent faire un grand écart qui est phénoménal entre ce qu'on leur demande
qui est de mentir, et ce qu'on leur demande de remonter à la hiérarchie, qui est de mentir, et de faire avec tout leur esprit sain et leur vocation sur le terrain. Et là, à un moment donné, ils explosent. Oui. Alors, quel est le lien comment vous construisez ce lien, cette explication entre justement ce malaise, ce burn-out au travail que vous avez vous-même vécu et le politique? Eh bien, le politique aujourd'hui, il est issu on va dire, d'une sélection extrêmement rigoureuse de pervers, si je peux m'exprimer comme ça, puisque c'est un monde extrêmement violent, extrêmement manipulateur, menteur, trouble, et pour le coup extrêmement non intègre. Et pour être le meilleur dans ce monde-là, il faut être un super pervers. Et aujourd'hui, notre seigneur en chef est le prince des pervers. Il a réussi à corrompre tous ces individus-là, ce qui montre en fait une force de perversité qui est hors du commun, au point qu'il y a encore des individus, une vingtaine de pourcents, comme on dit, ou une quinzaine de pourcents en France, qui le suivent et qui l'acclament, ce qui est absolument phénoménal. Et ces individus-là arrivent à se maintenir parce que ce sont des corrupteurs. Ils vont pas corrompre forcément des pervers, mais ils vont corrompre des individus qui sont faciles à corrompre parce qu'ils n'ont pas de colonne vertébrale. Et c'est toute cette frange qu'il y a autour de ces politiques centraux qui aujourd'hui contribuent à mettre notre pays dans un si piètre état. Ouais. Jean-Dominique Michel, même question. Comment on peut, à partir du focus sur l'entreprise, et on pourrait se dire c'est lié aussi à une forme de capitalisme dévoyé, de recherche du chiffre à tout prix, mais pas forcément lié au monde politique. Jusqu'à maintenant, on a tendance à distinguer les deux. Quel est le lien finalement qui existe entre nos politiques et notamment cette perte de sens au travail? Oui, mais je crois que Paul-Antoine l'a fort bien résumé, c'est que au fond, la configuration aujourd'hui du monde de l'entreprise d'un côté et du monde politique est telle que si une personne n'a pas des traits pervers assez prononcés, elle n'a aucune chance d'arriver à des positions de responsabilité au sommet de la hiérarchie. C'est un tel parcours du combattant, c'est tellement semé d'embûches. Il faut vivre tellement de trahisons, il faut mettre en échec tellement de personnes avec lesquelles on est en compétition que les pervers ont un avantage compétitif absolument manifeste. Et le généticien Albert Jacquard l'avait dit au milieu des années 90, il avait mis en garde en disant « Attention, nous sommes en train de créer un monde dangereux parce que c'est tellement compétitif que seuls les gens sans foi ni loi ou hyper conformes vont arriver aux positions de responsabilité. » Et c'est ce qui s'est passé progressivement au cours du temps. Et avec cette redoutable faiblesse, et je pense que c'est vraiment un des nœuds de l'affaire, qui est que le profil de personnalité pervers est à peu près impossible à penser pour le commun des mortels. Parce qu'un pervers est dépourvu d'humanité. On considère aujourd'hui qu'il y a 4 traits caractéristiques du profil pervers. C'est le machiavélisme. Ils sont prêts à toutes les ruses. Et selon la formule de Racamier, pour un pervers, un mensonge réussi vaut une vérité. Donc, tous les journalistes qui ont en même temps pour rester dans l'actualité. Il n'a aucune loyauté envers la parole qu'il donne, c'est juste pour obtenir quelque chose de quelqu'un. Ensuite, vous avez le narcissisme, ils ne pensent qu'à eux et les autres ne sont que des objets dans leur monde. La psychopathie, il n'y a pas d'empathie, notamment pour la souffrance qu'ils infligent aux autres. Et finalement, le sadisme, c'est-à-dire même une jubilation d'infliger de la souffrance à autrui. Et c'est tellement éloigné de notre cœur d'humanité que la plupart des gens face à un pervers n'arrivent pas à identifier la réalité de ce à quoi ils font face, parce qu'on accorde toujours le bénéfice du doute à l'autre. Rien n'est tout blanc ou tout noir, chacun a ses raisons, peut-être qu'il a dit ça pour... Vous voyez, on exonère la personne en question en trouvant des bonnes raisons de ne pas voir ce qui existe. Et puis les pervers travaillent aussi beaucoup à mettre en échec notre intuition. Ils nous font douter, ils nous mettent dans des paradoxes tellement difficiles à penser qu'à un moment donné, on suspend sa capacité réflexive, c'est le « en même temps » de Macron.
et qui après devient un espèce de paradigme de fonctionnement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans des entreprises toxiques ou le jeu politique, un honnête homme ou une honnête femme n'aurait aucune chance d'arriver à des positions de responsabilité. Donc il y a un élément systémique qui doit déboucher sur une réflexion politologique à l'échelle de la société. Est-ce que c'est les systèmes de gouvernance que nous voulons que ceux qui promeuvent inévitablement des personnalités très fortement toxiques à leur tête? Alors, deux remarques par rapport à ce que vous avez dit. D'abord, vous avez dit on est dans une société qui devient tellement compétitive que finalement seuls les pervers peuvent réussir. Mais c'est intéressant de se dire tellement compétitive et pourtant on n'a jamais vu une telle médiocrité dans tous les niveaux. Et d'ailleurs, on le voit bien dans les niveaux d'école, dans les niveaux ailleurs. Toute la France s'effondre. Donc, comment on peut expliquer que malgré cette compétitivité, seuls, peut-être les pervers, mais aussi seuls, enfin finalement, on est dans le règne du médiocre. Deuxième sujet, vous avez donné les 4 caractéristiques, si j'ai bien compté, du pervers. Et là, vous disiez qu'on perdait un peu notre intuition face à un pervers, mais il y a eu quelques intuitions dans le chat de YouTube de Toxin sur le fait que ça ressemble énormément à un certain Emmanuel Macron. Donc, je ne sais pas si vous avez une réaction par rapport à ça, Dominique Michel. Bah oui, il y a cette fameuse évaluation qui avait été faite par un psychiatre italien, le professeur Segatori, au sujet de Macron. Il disait, il n'y a aucun doute, c'est un psychopathe de la pire espèce, un de ces tueurs en gants blancs, c'est-à-dire que c'est pas lui-même qui va égorger ou éventrer les gens, mais il va utiliser tous les recours. Et si on prend vraiment ces 4 caractéristiques, si vous voulez bien donner sur les 4 caractéristiques du pervers, si vous voulez bien montrer en quoi ça correspond éventuellement à Emmanuel Macron. Ça ne vous dérange pas de vous plier cet exercice? On le voit, et puis moi je l'ai identifié aussi. Il a ce qu'on appelle des micro-expressions en psychologie, c'est-à-dire des expressions très fugaces qui passent sur son visage, tellement vite que si on ne fait pas attention, on peut les rater, de jouissance quand il annonce les pires choses. Nous sommes en guerre, et là vous avez un petit rictus jubilatoire qui traverse son visage. Si vous faites un arrêt sur image, on le voit très très bien, et à chaque fois qu'il évoque la souffrance que ces décisions font peser sur les autres, un autre exemple, c'est quand il disait « Oui, c'est très dur d'avoir 20 ans aujourd'hui. La situation des étudiants n'est pas facile. » Et là, vous avez ce rictus de jouissance. Et on sent que c'est quelqu'un, là encore, les journalistes d'investigation qui ont fait des biographies à son sujet le disent, il a une véritable jouissance d'induire les autres en illusion, de leur faire croire qu'il y a un lien affectif pour les saquer impitoyablement après. Et on trouve vraiment tous les paramètres que nous venons d'évoquer. Le sadisme aussi? Ah oui, 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 bien sûr. Et cette jubilation à infliger le pire, à détruire. Et c'est là aussi la réponse à votre question précédente, c'est que ça n'est pas une compétition axée sur le meilleur, parce qu'une saine compétition, elle est inspirante. Il y a des gens brillantissimes qui découvrent des choses remarquables, qui donnent envie d'être dans leur sillage parce qu'ils génèrent du bon. Là, on est dans un registre compétitif totalement différent de ceux qui sont sans foi ni loi. Et c'est le combat des vipères et des scorpions, et c'est à qui sera le plus venimeux que reviendra la palme, in fine. Donc, ça n'est pas du tout une compétition bienveillante, et notamment qui n'a pas le bien commun à l'esprit. Parce que juste pour terminer peut-être sur la question des entreprises, on a des échelles de santé ou de toxicité des entreprises, et celles qui fonctionnent le mieux, c'est celles qui sont saines. Donc le management toxique, oui, il peut générer des plus-values pour les actionnaires pendant un certain temps, mais en réalité, il conduit les entreprises à la ruine. Mais ce genre de profil de dirigeants n'en ont rien à fiche de détruire le monde autour d'eux. Ça fait même partie de leur rêve paranoïaque. On voit que Macron, il a envie d'emmener la France dans la guerre, d'envoyer des gens se faire tuer en Ukraine. Il nourrit ça en permanence, donc c'est aussi une autodestruction phénoménale, mais qui embarque le collectif avec elle. Oui, Paul-Antoine Martin, tout à l'heure, vous disiez que notre Seigneur était le prince des pervers. Est-ce que vous aussi, vous pouvez nous expliquer en quoi donc Emmanuel Macron est lui-même le premier représentant de cette société perverse? Eh bien, on a tout sous les yeux pour voir en fait que cet individu est profondément pervers et qu'il a toutes les caractéristiques. Et c'est même en fait une caricature pour pouvoir reconnaître dans le monde habituel ceux qui le sont. La pratique du mensonge en permanence, en même temps, l'inversion accusatoire qui est constamment utilisée, c'est-à-dire que je renvoie sur les autres mes propres turpitudes, mes propres fautes. Tout ce qui est trouble chez moi, je le renvoie sur autrui. Et je le fais avec sourire, et je le fais avec diplomatie, ce qui est encore plus cynique. Le cynisme est aussi une des caractéristiques de ce genre d'individu.
le narcissisme, comme le disait Jean-Dominique parfaitement. On a sous nos yeux, en fait, toute cette perversité, jour après jour, qui s'étale. Et ça produit un écrasement des psychologies saines dans notre pays, une envie, et c'est ce que j'exprime dans le livre, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans un état pré-burnout, on est proche de l'effondrement psychologique collectif, Ouais. on a des individus, enfin en masse, la population ne réagit plus. Regardez, ce week-end, il y avait quand même des manifestations anti-ZFE, qui est quand même un sujet majeur Qu'on a beaucoup aujourd'hui, couvert, nous, sur Toxin, je précise. et qui a beaucoup été couvert par Toxin, effectivement. Bien, une mobilisation assez réduite en Oui. France, malheureusement. Les gens n'ont plus envie de se mobiliser, ils ne comprennent plus ce qui se passe. Et c'est ça, en fait, le pervers, c'est ce que disait aussi Jean-Dominique, c'est on est dans la sidération, il nous met comment dire, on est dans il nous met dans une nasse, et la nasse, c'est le en même temps. C'est-à-dire qu'il nous produit une sidération qui est que on ne comprend plus ce qu'il dit, puisqu'il dit à la fois blanc et à la fois noir, et on ne comprend plus le réel. Et là, l'esprit s'arrête, on ne sait plus comprendre ce qu'il nous dit et ce qui se passe. Et c'est la sidération, c'est l'apathie, c'est le... Bien sûr, c'est un non-sens généralisé que nous vivons, et ça nous amène en fait à laisser, et c'est ça le pire, à laisser le pouvoir à ces individus. Oui, mais j'ai presque envie de dire, c'est presque trop facile. Je vais prendre la défense d'Emmanuel Macron, une fois n'est pas coutume. Euh, c'est presque trop facile de s'attaquer à Emmanuel Macron, qui finalement, même d'après ce que vous dites tous les deux, n'est que le symptôme, peut-être le symbole flamboyant de la société perverse qui est arrivée à son paroxysme, mais qui n'est que le produit finalement de cette société perverse. Et c'est pas lui qui a orchestré cette perversion dans laquelle nous sommes. Et quand vous dites par exemple, les gens ne savent plus quoi faire, on est en état de sidération, il y a aussi le fait que on ne comprend, on n'est plus dans notre local, dans notre échelle à nous humaine, mais on est des échelles internationales qu'on ne comprend plus, qui ne sont plus les nôtres, donc on n'a plus l'habitude de réagir. Bref. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui? Renverser Emmanuel Macron ne serait pas renverser ce système en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour retrouver du sens à notre société? Puisqu'on l'a dit, finalement, ça dépasse Emmanuel Macron. Donc, je pose la question à tous les deux, mais on peut commencer par Paul-Antoine Martin. Complètement. Alors, c'est pour ça que j'appelle mon livre Le temps des pervers, parce Oui, oui. qu'on est dans ce temps-là. Ils ont un tapis rouge aujourd'hui. Alors, comment faire pour casser ça? On voit que le mode de fonctionnement du pervers, et c'est celui que j'avais oublié dans ma réponse précédente, c'est de casser les liens. La seule, comment dire, le seul moyen de résister au pervers, c'est de rester lié entre personnes saines et entre personnes qui veulent le bien collectif. Mm. Le pervers, et on voit bien Emmanuel Macron depuis 9 ans maintenant, 8 ans, il passe son temps à atomiser la société. Il faut couper tous les liens entre tous les membres de la société. Et une fois que les liens sont coupés, le pervers, il cherche à isoler les individus. Une fois que les individus sont isolés, ils ne peuvent plus réfléchir et ils ne peuvent plus se dire « nous sommes plus forts en groupe ». Ouais. Et ils n'imaginent même pas qu'autrui peut penser de la même façon. Et c'est comme ça qu'ils avancent. Et la vraie force politique aujourd'hui pour combattre la situation que nous vivons, c'est le lien. Le lien dans la population. Et c'est de résister, en fait, déjà, c'est de comprendre le mode de fonctionnement du pervers et de résister à cette volonté de casser en permanence tous les liens. Il oppose en permanence par des mots en fait, qui vitrifient autrui, c'est complotiste, c'est anti-vax, il construit des crises Poutiniste, pour casser la société et atomiser la société. Oui. Et encore une fois, il n'y a pas que le pervers en profite, mais il y a une société qui s'est installée, je pense notamment aux écrans aussi, qui mettent une distance énorme malgré tout ce qu'on a pu nous promettre entre les gens. Jean-Dominique Michel.
Oui, c'est-à-dire que c'est aussi cette perte de l'instinct, du bon sens, des valeurs fondamentales, de ce qui nourrit vraiment dans la vie, qui conduit à être de plus en plus vulnérable à ce genre d'emprise. Maintenant, moi, je me permets de contester un peu votre verbalisation. Pour moi, je n'attaque pas Macron. J'essaye de poser un constat sur une réalité hautement problématique. Macron dans un bac à sable en train de jouer à la guerre avec des soldats en plomb, il me dérange pas une seconde. Par contre, quand il est à la tête de l'État, ça devient extrêmement dangereux. Oui, il y a une perspective systémique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système politique favorise cela, mais dans ma perspective d'anthropologue, je vois même les choses dans une perspective plus longitudinale, parce qu'au fond, on sait aujourd'hui qu'il y a à peu près 4% de la population qui relève de ce profil pervers, et donc c'est des gens particulièrement dangereux. Et ce que j'observe, c'est qu'à travers l'histoire, il y a régulièrement des accessions au pouvoir, alors oui, portées par le collectif qui n'identifie pas le danger de profils de cette nature, que cela débouche systématiquement sur des catastrophes, et qu'après chaque catastrophe, on dit plus jamais ça. Sauf que si on n'a pas compris la nature profonde du mécanisme, bah, ça va se reproduire inévitablement. Parce qu'ils sont habités par une soif, une avidité du pouvoir démesurée. Je cite souvent cet exemple. Clémence, si je vous donnais 1 milliard d'euros demain matin, est-ce que vous diriez chic, je continue à faire ce que j'aime, j'en fais profiter ceux que j'aime et je me rends la vie agréable, ou bien il m'en faut 10, il m'en faut 100. Non, ce serait déjà pas mal, oui. Les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, les Bill Gates, même Bernard 1 million, Arnault, je prends. sont des gens qui n'ont pas de limite parce qu'ils veulent toujours plus et sans aucun scrupule à écraser des personnes ou des groupes humains impitoyablement pour être dans cette obsession du pouvoir. Et donc, il faut collectivement que nous apprenions à les identifier, à les envoyer jouer dans le bac à sable et en veillant à ce qu'ils n'aient jamais aucun pouvoir dans aucun système hiérarchique, parce que par définition, ce sont eux qui créent le malheur de l'humanité. Parce que regardez, si on met hors d'état de nuire, même pacifiquement, ce 4%, et qu'on laisse le 96% de la population qui est fondamentalement bien intentionnée par rapport aux autres, je pense que cette terre pourrait d'ores et déjà être un jardin. Oui, donc en fait, ce que vous voulez dire, c'est que c'est un problème humain de ces 4% de pervers et qu'il n'y a pas une structuration de la société qui, elle, est pervertie, finalement. Alors que moi, j'ai l'impression que, par exemple, je reprends mon exemple je vous donne la parole, hein, Jean-Dominique Michel, je finis juste mon exemple. Je reprends l'exemple des réseaux sociaux, des écrans. J'ai quand même l'impression aussi que peu importe les hommes qui sont derrière, on a maintenant quelque chose qui se construit, qui déshumanise de fait. Alors évidemment, ça ne se construit pas tout seul, mais bon. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, Jean-Dominique Michel. Finalement, ces pervers sont aidés par une avancée technologique qui va dans leur sens. Mais je répondrai de la manière suivante. Nous avons tous des traits communs avec les pervers, mais de manière extrêmement limitée. On a des petites pulsions agressives, des fois on peut rêver d'étrangler son voisin ou son chef de service. Vous voyez, on peut avoir des pulsions sadiques, mais qui sont totalement modérées par ce socle d'humanité et de capacité d'empathie envers l'autre. Donc bien sûr, ce qui se passe toutefois lorsque des moments de crise permettent l'émergence de profils pervers, c'est que, en retour, comme l'a décrit Paul-Antoine, ils pervertissent la société dans son ensemble. Et c'est là où des braves gens commencent à se comporter en sale type, ce qui est quand même l'archétype des dérives totalitaires. C'est-à-dire qu'il y a une banalisation du mal avec la perte de repères de l'humanité fondamentale. Donc oui, c'est bien sûr plus complexe que les raccourcis qu'on peut en faire, mais je pense qu'il y a un enjeu d'évolution de l'humanité, parce qu'aujourd'hui, avec nos moyens de destruction et la possibilité d'aller trafiquer le génome, on serait en mesure, on a le pouvoir de créer un désastre, et le fait qu'on échappe à ce désastre va dépendre de notre aptitude à mettre en échec ces personnalités et la manière dont ils peuvent infecter la dynamique collective à un moment donné. Apprendre à repérer le pervers, retrouver le lien humain, c'est un peu les deux grandes lignes de conclusion. Paul-Antoine Martin, merci beaucoup. Je rappelle votre livre « Le temps des pervers » aux éditions Max Pinot. Merci beaucoup Jean-Dominique Michel et votre livre à vous « La fabrication du désastre » aux éditions Marco Pieter. Merci Clémence. Et je me permets juste de
mentionner la gouvernance perverse de Marion Saint-Michel que vous avez reçue récemment, qui est aussi très éclairant par rapport à ça. Tout à fait dans le sujet, tout à fait, vous avez raison. Avec une très belle introduction, préface de Jean-Dominique Michel d'ailleurs. Merci encore, et dans quelques instants, vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets, sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.